trois spécialités dans la stratégie thérapeutique. Là, c'est pour dire que, à la différence de mon ami Aymar Doucet, moi, je ne peux pas m'en passer des rééducateurs. Pour dire que je vous aime. Donc, comme vous savez tous, la prothèse totale du genou est une intervention qui est fiable et reproductible avec un taux de réussite qui est excellent depuis déjà 1914. Et puis la pose d'une pose nécessite la pérennité de la fixation pour avoir vraiment une durée de vie qui est importante. Et puis c'est vrai que quand on voit la prothèse totale du genou, c'est une intervention qui est plus ou moins, si on est de loin, plus ou moins facile à poser, mais moi je vous déconseille, il faut vraiment la bonne pose d'une prothèse dépend de l'expérience. Pourquoi? Parce que malgré, c'est pas des malades, chaque cas est un cas. Donc il y a certains cas que même pour un chirurgien expérimenté, certaines situations exposent déjà des difficultés techniques. Et donc c'est le cas notamment des prothèses sur genou raide ou ankylosées. Donc dans les raideurs serrées du genou, l'indication d'une prothèse genou peut se justifier. Donc il s'agit de sujets, dans la plupart du temps jeunes, lourdement handicapés, parfois frappés par une atteinte polyarticulaire. Donc ces patients très motivés sont demandeurs d'une meilleure autonomie. Donc c'est quoi un genou raide? Donc un genou raide est défini comme un genou avec moins de 50 degrés de mobilité totale. Mais il existe une grande variation dans la présentation clinique. Donc Judet, il a inclus aussi un genou raide en extension où la flexion reste inférieure à 60 degrés. Donc pour lui, c'est un patient qui ne peut pas faire une extension complète, c'est un genou raide. Et de nombreux orateurs considèrent aussi que les genoux où la mobilité préopératoire est inférieure à 75 degrés posent les mêmes problèmes qu'un genou raide et ankylosé. Donc le genou ankylosé peut être défini comme un genou avec une mobilité préopératoire fixée à 0 degré, résultant de l'évolution spontanée de différentes pathologies du genou. La pathologie la plus connue et la plus fréquente chez nous à mon service, c'est très bien présenté par mon ami Ziad Formas, c'est les arthropathies hémophiliques. Mais aussi, on a beaucoup de pathologies, comme les pathologies rhumatoïdes, et puis l'arthrose. D'autres étiologies, comme les infections du genou, à type d'ostéoarthrite, les traumatismes du genou, les interventions chirurgicales, à type d'ostéotomie ou de réparation ménisco-ligamentaire, qui peuvent évoluer vers la raideur. Donc, avant d'opérer, avant de poser une indication opératoire, il y a toujours une phrase que j'ai sous la langue, donc il ne faut pas avoir le bistouri facile pour certains patients, et ce genre de patients en font partie. Donc, l'évaluation clinique, on commence toujours par l'état cutané. Regardez, dans la plupart des cas, c'est des malades avec des états cutanés médiocres, donc on doit apprécier l'étude des cicatrices préexistantes et d'éventuelles adhérences cutanées. Et puis, on va voir surtout l'état de l'appareil extenseur. Donc, l'état du quadriceps. Donc, on fait généralement des ILM pour essayer de voir est-ce qu'il y a une amyotrophie sévère ou est-ce qu'il y a vraiment une raideur du quadriceps. Et bien sûr, le statut infectieux. Donc, il faut toujours faire un bilan biologique qui est systématique demandé. En cas d'antécédent de sepsis avéré, un délai minimum de 5 ans est recommandé pour poser la prothèse. Donc le bilan radiologique, on le connaît tous, donc c'est le complet genou, on doit tout faire. Et puis, la physiothérapie préopératoire. Alors, c'est vrai que pour une prothèse totale du genou de première intention chez un patient, on va dire plus ou moins normal, moi aussi je suis de l'avis de Aymar, donc il n'y a pas vraiment une indication à préparer le patient. Par contre, pour certains patients, surtout ce genre de patients, moi je pense qu'une physiothérapie préalable de 15 à 20 séances est conseillée par de nombreux auteurs, donc pour renforcer le quadriceps fémoral et les ischio-jambiers. Et puis, l'information du patient. Alors, mettre une prothèse totale du genou sur un genou raide, ce n'est pas du tout les mêmes résultats que sur une première intention. Ça veut dire qu'il faut bien expliquer aux patients que les résultats qu'ils ont vus sur mon compte Facebook ou sur mon compte Instagram, c'est pas ça les résultats qu'ils vont avoir. Donc pour un genou raide, il faut savoir que les résultats sont plus ou moins médiocres par rapport à un genou de première intention. Savoir envisager l'abstention thérapeutique. Donc pourquoi? Parce que les demandes du patient, donc surtout chez un patient avec des raideurs, donc ils veulent avoir un genou mobile, on va essayer de corriger
cette déformation, mais on va promettre aux patients qu'ils vont avoir une indolence totale. Donc le plan opératoire, il faut traiter tous les facteurs qui sont en relation avec cette raideur, soit en intra, soit en extrinsèque. Donc on doit commencer toujours par les parties molles. Regardez ce genou, alors quoi inciser, et si on incise, on va mettre une prothèse, comment on va fermer après, donc ça pose vraiment un temps capital dans l'intervention. Et après, il faut voir les ligaments collatéraux, donc il faut libérer tout ce qui est, je n'ai pas de pointeur désolé, donc il faut libérer tout ce qui est en vert, donc vous voyez sur la photo à droite, tout ce qui est en vert, donc c'est les ligaments collatéraux, et on doit libérer les rangs condyliens. Les rangs condyliens, c'est en arrière des condyles, donc on doit tout libérer. Et puis, il faut faire ce que vous voyez en rouge, ça c'est des excisions des ostéophytes, donc pour pouvoir déjà libérer en paire opératoire. Il faut savoir, pour les gens qui ne rentrent pas au bloc, pour poser une prothèse de genou, on doit avoir minimum 100 à 110 degrés de flexion du genou pour pouvoir travailler. Donc il faut exciser tout ce qui est ostéophyte, et puis faire ce que vous voyez là-bas, numéro 1, en bleu, au-dessus de la patella. Donc on doit carrément libérer tout ce qui est au niveau de cul-de-sac, le quadriceps. Et puis la préparation technique de l'acte chirurgical. Donc je vous ai dit qu'on commence toujours par la préparation cutanée. Donc tout le monde sait que les lambeaux les plus utilisés en matière de genou, c'est le lambeau gastronémien, le plus souvent en interne. Donc on doit pouvoir être programmé en fin d'intervention. Donc regardez là, donc là on peut mettre un lambeau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est dans les cas difficiles qui faisant craindre tout particulièrement la survenue d'une nécrose cutanée, et on peut recourir à la technique d'expansion cutanée pour obtenir une peau de bonne qualité. Alors, expansion cutanée, c'est quoi? Comment on peut avoir cette expansion cutanée? Et dire que c'est une technique qui existe depuis très longtemps, et c'est une technique qui est naturelle. L'expansion cutanée, comment on peut la définir physiologiquement? Par ça. Donc, l'expansion cutanée la plus courante, l'expansion cutanée la plus courante et la plus naturelle, donc s'observe pendant la grossesse. Donc sous l'effet de la croissance du fœtus intra-utérin, l'expansion cutanée abdominale est possible sous l'effet de la multiplication cellulaire et de la néo-angiogénèse en particulier. Donc comment on peut faire cette expansion cutanée? Alors on a deux procédés. On a soit la technique avec une seule poche, soit la technique avec deux poches. Donc avec une seule poche, c'est une poche de 700 ml, donc on incarcère en sous-cutané, et on va la gonfler progressivement 150 ml de sérum toutes les 2 à 3 semaines.